Dans cette vidéo, on va regarder les applications aux énergies nouvelles des convertisseurs d'énergie. On distingue les applications autonomes des applications non autonomes. Donc, les applications autonomes, ce sont les applications qui ne sont pas reliées au réseau, tandis que les applications non autonomes sont reliées au réseau. Pour une application autonome, l'échange d'énergie est unidirectionnel. Donc, l'énergie provient soit d'une éolienne ou de panneaux solaires pour charger une pile d'accumulateurs. Et ensuite, on a un convertisseur pour élever la tension de façon à ce qu'elle soit suffisante pour obtenir une tension alternative pour faire fonctionner les appareils fonctionnant habituellement sur le réseau. Une application non autonome, c'est une application où les sources d'énergie sont reliées au réseau. Donc, on va avoir en plus un compteur d'énergie qui va permettre de mesurer l'énergie qui est fournie au réseau ou l'énergie fournie par le réseau pour recharger la pile. Le principe d'échange bidirectionnel d'énergie. Donc ici, on a des interrupteurs qui peuvent être opérés soit en mode redresseur. S'il est en mode redresseur, ça veut dire que l'énergie arrive ici et l'énergie sous forme triphasée va être convertie en CC. Donc, on va avoir un convertisseur CA-CC pour recharger la pile. Si on fait fonctionner les interrupteurs en mode onduleur, à ce moment-là, l'énergie provient de la pile et en sortie, on a une énergie sous forme triphasée qui peut être injectée dans le réseau. Donc, la stratégie de commande des interrupteurs va déterminer quel est le mode de fonctionnement. Donc, le même principe s'applique pour une source monophasée. Donc, l'échange d'énergie peut être sous forme réactive ou sous forme active. Si on regarde sous forme active, c'est que le courant qui va être fourni dans le réseau, s'il est en phase avec la tension du réseau, à ce moment-là, on va fournir de l'énergie dans le réseau. Si le courant est hors phase avec la tension du réseau, à ce moment-là, on va soutirer du réseau de l'énergie. Si le courant est en avance sur la tension, à ce moment-là, on va soutirer des VAR. Et si le courant est en arrière par rapport à la tension du réseau, on va fournir des VAR. Donc, les applications d'échange d'énergie réactive sont les compensateurs statiques. Donc, on a les SVC et les STATCOM, donc les compensateurs statiques synchrones. Les compensateurs statiques, ce sont tout simplement des banques de condensateurs qui sont commutés à l'aide d'interrupteurs électroniques. Pour les STATCOM, on utilise les propriétés d'un onduleur de puissance pour contrôler comme un SVC, mais plus précisément l'énergie réactive en un point du réseau électrique. Certains convertisseurs d'énergie utilisent des transformateurs haute fréquence. Donc, le courant d'un enroulement d'un transformateur est limité par le calibre du fil et son type d'isolation. Donc, à un courant égal, un enroulement qui va travailler à une fréquence plus élevée va avoir une tension plus élevée à ses bornes. À ce moment-là, ça permet d'augmenter la puissance de conversion. On a un exemple ici pour un transformateur qui travaille à 50 Hz. Si on fait travailler à 100 Hz, on peut mettre une tension aux bornes de ces enroulements 2 fois plus élevée. Ce qui veut dire que si on fait le produit VI, à ce moment-là, on va avoir 2 fois plus de puissance pour le même transformateur s'il est opéré à une fréquence 2 fois plus élevée. Les transformateurs haute fréquence peuvent travailler à plusieurs dizaines de kHz, sinon des centaines de kHz. On a un exemple ici de 2 transformateurs de 250 VA, un qui travaille à 60 Hz, puis l'autre qui travaille à une fréquence plus élevée. Donc, on peut réduire grandement la quantité d'acier et la quantité de cuivre au niveau des circuits et réduire les coûts et l'encombrement. Il y a un autre exemple ici, c'est un bloc d'alimentation d'1 kW pour ordinateur. Donc, comme exercice, vous pouvez toujours, et on voit ici la grosseur du transformateur, vous pouvez toujours comparer les coûts pour un bloc d'alimentation de type Switching Power Supply, puis un bloc d'alimentation opérant avec un transformateur d'1 kVA à 60 Hz. On utilise les transformateurs haute fréquence dans les convertisseurs CC-CC et dans les alimentations à découpage, ou les Switching Power Supply. Dans un convertisseur CC-CC, on a à l'entrée une source de tension continue qui provient d'une pile d'accumulateurs qui peut être rechargée à partir de panneaux solaires ou d'éoliennes. Et ici, on a un onduleur. L'onduleur va générer une haute fréquence et le transformateur
peut élever cette tension-là, qu'on va ensuite redresser et filtrer pour obtenir une tension CC à la sortie. Donc, on peut rajouter un circuit de contrôle qui va comparer la tension de sortie avec une consigne et à partir de là, on va être capable de contrôler l'onduleur de façon à réguler la tension de sortie. Dans une alimentation à découpage, on a le même bloc. Ce qui se rajoute, on a un convertisseur CA-CC. Donc, la source d'alimentation, au lieu d'être une source CC, c'est une source CA. C'est une source alternative. Donc, à ce moment-là, on fait tout simplement redresser la tension d'alimentation et la filtrer pour obtenir une tension DC. Ici, on a un exemple de circuit push-pull à fréquence élevée. Donc, au lieu d'avoir un onduleur au primaire du transformateur, on peut avoir tout simplement deux hacheurs qui vont nous permettre un flux alternatif dans le transformateur. Donc, lorsque Q1 commute, donc la tension DC passe dans l'enroulement ici, passe par Q1. Et la demi-période suivante, c'est Q2 qui va être amorcé, donc le courant va passer dans l'autre sens dans le transformateur. On voit en sortie le pont redresseur ainsi que le filtre pour obtenir une tension continue à la sortie filtrée. On voit que les transistors Q1 et Q2 ne conduisent pas en même temps et que le rapport cyclique est d'environ 33%. Donc, on ne veut pas avoir un rapport cyclique trop grand, on ne veut pas que les deux transistors conduisent en même temps. Nous avons les formes d'ondes de contrôle et des courants dans les transistors, ainsi que dans le transformateur. On indique ici que les diodes D1 et D2 servent de diodes de roue libre lors d'ouverture des transistors. Maintenant, je vais parler de conversion d'énergie lumineuse en énergie électrique. Une jonction NP, donc on a une couche de N et une couche de P, qui est soumise à la lumière, va produire un courant électrique. Donc on va nommer cet effet-là l'effet photovoltaïque. On nomme le dispositif une cellule photovoltaïque ou bien une photopile. Donc on a les symboles ici de la photopile, donc on a une pile, on a un autre symbole aussi qui est utilisé. La lumière rentre vers le dispositif, contrairement à une diode qui émet de la lumière où les flèches sortent du dispositif. Le modèle électrique, ça se trouve être une source de courant qui va dépendre de l'intensité de la lumière. Et à ces bornes, la tension est toujours inférieure à 0,7 volts, la tension de conduction d'une diode. Donc en temps normal, s'il n'y a rien de connecté aux bornes, si on est en circuit ouvert, la source de courant va débuter en intérieur ici. On va voir la tension en circuit ouvert, de l'ordre de 0,6, 0,7 volts. Donc l'intensité du courant va dépendre de la lumière reçue, ainsi que les dimensions de la cellule et de son procédé de fabrication. On agence les cellules photoélectriques en modules. Donc ici, on a un assemblage qui représente un module. Donc si on en met plusieurs en série, la tension aux bornes, c'est la tension d'une cellule fois le nombre de cellules. Par exemple, ici, si on met 4 cellules, donc on a 4 fois 0,6, si on a 36 cellules, on a 36 fois 0,6. Le courant est le même dans toutes les cellules et la tension, c'est le produit de la tension d'une cellule fois le nombre de cellules. Donc ça ici, bien sûr, à cet endroit ici, ça se trouve être la tension en circuit ouvert. Au fur et à mesure qu'on va mettre une charge dedans, la tension va diminuer. Et lorsque on fait un court-circuit aux bandes de la cellule, on obtient le courant de court-circuit et une tension de 0 aux bandes de la cellule. Pour obtenir le maximum de puissance d'un module ou d'un panneau ou même d'une cellule, si on ne met aucune charge aux bornes de la cellule et qu'elle est éclairée, on va obtenir la tension en circuit ouvert. À ce moment-là, dans la charge, vu qu'il y a une résistance infinie, il n'y a pas de courant et la puissance va être de 0. Même chose si on court-circuite ici, donc la tension à ces bornes va être de 0 et on va avoir le courant maximum. Donc le produit va donner encore une fois 0. Et entre ça, si on change la valeur de la résistance ou de la charge, on va s'apercevoir qu'on suit une certaine courbe et qu'à un certain moment donné, on a le point maximum de puissance. Donc si on opère au point maximum de puissance, on va obtenir la puissance maximale dans la charge. Si on regarde la courbe
de courant-tension en fonction de l'illumination, on voit que le courant disponible pour la cellule est fonction de l'illumination. Il existe une condition de test normalisé afin de comparer des modules entre eux. Les tests sont faits à 25 degrés avec une illumination de 1000 watts par mètre carré, puis un coefficient de la masse d'air de 1,5. Donc à ce moment-là, l'efficacité est fonction, bien sûr, du point maximum de puissance sur l'irradiance fois la surface. On a un exemple ici. On dit qu'une efficacité de 20% correspond présentement à des panneaux très performants. En général, c'est plus de l'ordre de 10%. L'augmentation de la température va diminuer les performances du panneau. L'effet de l'illumination non uniforme dans une branche de cellules. Donc, lorsqu'on a plusieurs cellules en série, s'il y en a une qui est moins éclairée que les autres, à ce moment-là, ça va réduire le courant disponible dans la charge. Pour corriger ce problème-là, on va mettre des diodes de contournement en parallèle avec chacune des cellules. Ici, on a un exemple de cellules en série, uniformément éclairées, produisant 3,3 ampères avec une tension de 65 volts. Si il y a une cellule qui est ombragée, à ce moment-là, le courant disponible va être réduit à 2,2 ampères. Si on ajoute des diodes en parallèle de contournement, à ce moment-là, le courant disponible va être augmenté à 3,2 ampères. Si on désire augmenter la capacité en courant du panneau, on va mettre plusieurs branches de cellules en parallèle. Afin de prévenir le courant de retour dans une branche qui est moins éclairée, on va ajouter en série avec chacune des branches une diode d'anti-retour. Donc, le courant disponible du panneau varie avec le cosinus de l'angle d'orientation de la normale avec le panneau. Donc, pour un angle d'incidence de 0 degré, on va avoir le maximum de courant. Au fur et à mesure que l'angle d'incidence augmente, à ce moment-là, le courant disponible va diminuer. Pour un panneau fixe, l'angle d'incidence varie en fonction de la journée et en fonction de l'année. Donc, il y a des stratégies de positionnement de façon à ce qu'un panneau fixe, par exemple, puisse récupérer le maximum de l'énergie en fonction de l'année. On peut avoir une stratégie de placement du panneau mécanique aussi qui est contrôlée à tout instant de façon à obtenir le maximum de puissance à tout instant. On peut trouver le point d'opération à puissance maximale en soutirant du panneau un courant graduellement jusqu'à temps qu'on obtient le point maximum de puissance. Dépasser ce point-là, la puissance va diminuer. Par la suite, on peut avoir une stratégie de commande en fonction de l'éclairement pour s'assurer que le système opère au point maximum en oscillant alentour du point trouvé. Donc, en faisant des écarts d'un côté et de l'autre du point d'opération, on peut découvrir que le point maximum de puissance se déplace. Si on compare les variations du point de puissance maximum d'un panneau solaire, on voit ici que la tension, par exemple, pour différentes illuminations, reste alentour de 150 volts. Tandis que pour une éolienne, on voit que le point se déplace beaucoup, dépendant de la vitesse du vent. Donc, ça varie entre 50 volts et puis 200 volts. On distingue les circuits autonomes des circuits non autonomes. Les circuits autonomes, ce sont les circuits qui ne sont pas reliés au réseau. Donc, on a les générateurs d'énergie, on a l'accumulation au niveau de la pile d'accumulateurs. Ensuite, on va avoir un convertisseur CCCC. Donc, dans notre cas ici, c'est un boost pour élever la tension, de façon à ce que la tension soit suffisante pour faire fonctionner des appareils qui fonctionnent habituellement sur le réseau public. Par exemple, 120 volts efficace 60 Hz. On a notre onduleur ici qui est notre convertisseur CCCA. En plus, on a des circuits de protection. On a un circuit ici qui va mesurer l'intensité. Dans le cas où on aurait une surintensité, on va désactiver l'onduleur. C'est impulsion de commande au niveau de l'onduleur. Même chose, si la tension de la batterie devient trop basse, à ce moment-là, on va vouloir désactiver le convertisseur CCCC de façon à protéger la pile. On a aussi un circuit
qui va mesurer la tension à l'entrée de l'onduleur et avec une boucle de régulation, va ajuster la commande au niveau du convertisseur CCCC de façon à obtenir la tension optimum pour notre onduleur. Ici, on a un circuit semblable, sauf qu'au lieu d'utiliser un convertisseur boost, on va tout simplement utiliser un transformateur haute fréquence avec un circuit HR. Donc, on conserve les protections de tension de la pile, d'intensité de l'onduleur, le circuit de commande et la boucle de régulation pour s'assurer que la tension à l'entrée de l'onduleur est adéquate. À la sortie, on a une cellule de filtre de façon à éliminer les harmoniques générées par l'onduleur. Pour les circuits non autonomes, les circuits qui sont reliés au réseau, à ce moment-là, on sait que la tension, elle est fixée par le réseau, la fréquence est fixée par le réseau. Donc, le convertisseur peut par contre contrôler le courant de l'onduleur. Donc, il peut être un courant dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et le courant est contrôlé par la commutation des interrupteurs et leur rapport cyclique. Ce qu'on constate, c'est que pour fournir de la puissance active dans le réseau, il faut que le courant qui sort de l'onduleur soit en phase avec la tension du réseau. Donc, la stratégie de commande de l'onduleur doit être synchronisée avec le réseau. Donc, le circuit buck boost nous permet un échange bidirectionnel d'énergie. On reconnaît ici le circuit buck boost. Si on fonctionne en mode injection d'énergie dans le réseau, donc on a la pile d'accumulateurs qui est ici, et on fonctionne en mode boost pour élever la tension, et ensuite l'onduleur pour envoyer de l'énergie dans le réseau. Et si on veut fonctionner dans le sens inverse, si on veut recharger les piles, on fonctionne en mode redresseur buck. On peut également utiliser un transformateur en basse fréquence. Donc ici, on va avoir notre pile d'accumulateurs, on va avoir notre onduleur qui va fonctionner à la tension des piles ici. Et à ce moment-là, on a un transformateur basse fréquence à 60 Hz, par exemple, pour les systèmes à 60 Hz, pour injecter de l'énergie dans le réseau ou récupérer de l'énergie du réseau pour recharger la pile. Donc l'inconvénient, c'est que le transformateur est beaucoup plus gros, plus cher, plus encombrant. Donc ici, on a le synoptique d'un convertisseur non autonome qui va utiliser un circuit MPP. Donc c'est la même chose. Donc le circuit MPP est là tout simplement pour être capable d'obtenir au niveau du panneau ou de l'éolienne le maximum de puissance du panneau ou de l'éolienne. Le restant des blocs demeure sensiblement le même. Donc on a un convertisseur CCCC qui nous permet d'obtenir une tension bus assez élevée pour injecter dans le réseau. On a les capteurs de tension et de courant. Je termine avec une image d'un équipement de ferme solaire. Terminé.